Si on revient au Loom, je pense que c'est une acquisition excessivement stratégique pour eux parce que les clients que Loom ont sont des clients qu'ils aimeraient avoir pour leurs autres logiciels. Donc, il y avait un volet excessivement stratégique qui était fait à ça. 20 fois les revenus. À titre de comparaison, Klaviyo a fait une entrée à la bourse il y a quelques temps de ça. Capitalisation boursière, 7 milliards de dollars. Et sur les 6 premiers mois de l'année, ils ont fait 323 millions de dollars de revenus. Donc, on pourrait extrapoler qu'ils vont minimalement refaire ce 323 millions dans la deuxième partie de l'année, surtout que pendant le Q4, Klaviyo, qui est très orienté au niveau du commerce électronique, risque de voir ses ventes augmenter. Donc, assumant qu'on est conservateur et qu'on multiplie le 323 millions qu'ils ont fait pour les 6 premiers mois de l'année et on l'additionne également à un autre 323 millions qui ferait pour les deuxièmes 6 mois de l'année, on a une organisation qui tourne à peu près aux alentours de 650 millions de revenus récurrents annuels. Et le marché boursier en ce moment lui donne une valorisation environ x10 sur ses revenus. Donc, on prend 650 millions, bien entendu, je l'ai dit, 7 milliards de capitalisation boursière et on tombe environ sur un multiple x10. Donc, c'est quand même impressionnant de voir qu'un achat d'une organisation privée, qui est Loom, qui est à 50 millions de ARR, donc de revenus annuels, on lui donne 20 fois sa valorisation quand les revenus récurrents annuels sont beaucoup moins élevés que Klaviyo. Et habituellement, on le sait, il y a une prime au vainqueur. Plus que tu es capable d'augmenter tes revenus annuels, d'augmenter ton chiffre d'affaires, ultimement, ta valorisation également risque d'avoir des multiples encore plus élevés. Donc, c'est ici que je trouve le point assez intéressant. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et comme je vous le dis à chaque semaine, on vous invite à aller écouter également les épisodes en format vidéo sur YouTube. Encore une fois, aujourd'hui, en compagnie de Jonathan Léveillé pour parler de certaines nouvelles du monde des affaires. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme, ça va super bien. Et toi aussi, Antoine, j'imagine? Ça va bien. Il y a eu des belles nouvelles que tu me sortais un petit peu avant l'enregistrement, des nouvelles que j'avais vues, mais peut-être pas autant porté attention. Il y a eu des grosses acquisitions et ça fait écho également à un podcast qu'on a sorti récemment qui parlait des différentes acquisitions et des différentes choses qu'on doit savoir avant d'acheter une business. Peut-être tu voudrais commencer notre fameux Loom, mais moi je préfère Berrycast, mais tout de même Loom qui vient de se faire acheter, là. Absolument. C'est une nouvelle qui a beaucoup circulé ici chez OpenMind parce qu'on développe effectivement le produit Berrycast qui est de la messagerie par vidéo. Notre plus grand compétiteur est Loom vient de se faire acheter par une grande entreprise cotée en bourse qui s'appelle Atlassian, qui détient un portefeuille de logiciels SaaS, qui est très connu dans le monde du développement logiciel, entre autres pour sa solution Jira et Confluence. Et les chiffres sont complètement ahurissants encore, à la hauteur même, je dirais, de ce qu'on a vu dans la pointe la plus haute durant la COVID. Donc, Atlassian achète Loom pour 1 milliard de dollars. Et quand on commence à décortiquer les chiffres, c'est assez impressionnant. Ils ont 25 millions d'usagers. Donc, Atlassian aurait donné une valorisation de 40 dollars par usager pour arriver à 975 millions US, c'est proche d'1 milliard. Et quand on décortique tout ça, on se rend compte que les revenus de Loom étaient de 50 millions, si je ne me trompe pas, Antoine, de ce qu'on avait dans nos chiffres. 50 millions de ARR, donc de revenus récurrents annuels. Donc, Atlassian aurait payé 20 fois les revenus, donc 20 fois le top line. Imaginez-vous dans votre entreprise, souvent la valorisation va être sur les revenus nets, donc sur les profits à la fin, souvent l'EBITDA, donc avant impôt, amortissement, intérêt. Eh bien là, c'est directement sur les dollars qui rentrent dans les coffres et c'est pas des ratios de 5, 10, 15, là, c'est des ratios de fois 20 sur la ligne du haut, sur le top line pour arriver à 1 milliard. Donc, c'est assez impressionnant. Et là, je me suis dit, je vais aller voir les états financiers un peu d'Atlassian pour voir de quoi ça a l'air. Il doit être en bonne position, il doit faire du profit. Et là, ils doivent se demander où aller réinjecter ce profit-là. Donc, de là, être intéressé à payer des multiples de 20 fois les revenus, vu qu'ils sont en bourse. C'est intéressant, on peut aller voir. Atlassian, de 2019 à 2023, leurs revenus sont passés de 1,1 milliard à 3,3 milliards. Donc, belle entreprise, belle croissance, x3 en 4 ans. On se dit, il doit rester beaucoup de sous dans le profit, dans la ligne du profit du bas. Et non, si on regarde à chaque année, ils perdent présentement 500 millions US par année. Donc, depuis 2019, malgré qu'ils ont fait 3 fois leur croissance, la croissance des revenus, ils ont perdu 2,5 milliards de dollars en non-profitabilité au bout de la ligne, surtout pour adresser de la croissance. Et c'est là que moi et Antoine, on avait une bonne discussion hors d'onde, qu'on s'est dit, on va enregistrer ça.
parce qu'on a je pense, des opinions ou des vues différentes à travers tout ça. Et fait intéressant, Antoine me demandait combien qu'il leur reste dans les coffres pour survivre à cette vitesse-là de perdre de l'argent. On voyait qu'il y avait à peu près 2 milliards dans les coffres. Là, est-ce que là, 1 milliard va être près de ça, fort probablement? Donc, il leur resterait peut-être un 2 à 4 ans de disponibilité de dollars. Ça va être intéressant de voir ça va être quoi leur jeu que Atlassian veut faire avec Loom pour réussir à rentabiliser tout ça devant nous, là. Tu as mentionné des points qui sont importants de dire ici, c'est qu'il y a cette dynamique-là qui s'installe de plus en plus avec les entreprises technologiques. On en a parlé maintes et maintes fois sur le podcast et même dans les organisations en général qui étaient en forte croissance, de moins brûler d'argent et ultimement de vouloir atteindre la profitabilité. Je pense que ça s'applique à beaucoup d'organisations, mais il y a d'autres entreprises qui ont levé de l'argent au bon moment. Serais-tu capable de regarder pendant que j'explique mon point, Jonathan, quand est la dernière fois qu'Atlassian a levé de l'argent? Parce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, mais ultimement, ils ont dû lever de l'argent il y a quelques années de ça, s'il leur reste environ 2 milliards dans les coffres et qu'ils perdent de l'argent d'un trimestre à l'autre. Mon point est le suivant, c'est de se dire, si Atlassian avait pas beaucoup d'argent dans les coffres au moment où on se parle et qu'il serait face à une obligation de lever des fonds, ben clairement, je pense que la stratégie serait différente parce qu'on le sait, le marché au niveau des investisseurs, et il y a même Simon Plante qui est venu en parler un petit peu récemment, ben les entreprises de plus en plus, ou plutôt les investisseurs, donnent beaucoup plus de valeur aux organisations qui ont été capables d'atteindre la profitabilité. Mais si tu as levé ton argent en 2020, en 2021, quand le marché était complètement fou et que tu as encore 2-3 milliards dans les coffres, comme c'est le cas d'Atlassian, et que tu peux te permettre de continuer cette croissance agressive-là, comme Jonathan le dit, des croissances à haut pourcentage d'une année à l'autre, pourquoi ne pas le faire? Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là dans les coffres quand tu es une organisation cotée en bourse où ton objectif est d'aller chercher de la croissance? Donc, je pense que, et peut-être, bon, si on revient au point de Loom, je pense que c'est une acquisition excessivement stratégique pour eux parce que les clients que Loom ont sont des clients qu'ils aimeraient avoir pour leurs autres logiciels. Donc, il y avait un volet excessivement stratégique qui était fait à ça. Donc, je pense que l'acquisition est intéressante. Je pense que Atlassian peut se permettre, s'ils ont 2 milliards dans les coffres, de faire des acquisitions, de continuer à vivre en mode croissance. Parce que, à mon avis, si on va vraiment analyser en détail le Net Customer Retention et d'autres métriques qui expliquent un petit peu la santé d'une organisation SaaS, à mon avis, les investissements, c'est uniquement réinjecté en acquisition au moment où on se parle. Je suis pas mal certain qu'il y aurait beaucoup de ces acquisitions-là ou de ces budgets d'acquisition publicitaire et de vente qui étaient mis sur pause, que l'organisation serait capable de trouver à un certain point une certaine thèse de profitabilité, là. C'est difficile de bien lire leurs états financiers. Je vois qu'ils ont levé une dette d'1 milliard en 2022, mais qu'ils auraient remboursé une autre dette d'1,5 milliard. Donc, ils seraient négatifs dans le cash flow là, de manière quand même assez importante. Donc, honnêtement, c'est là que je vais avoir besoin d'un bon comptable pour venir me donner un peu plus de détails sur ce que je vois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui semblent se contredire dans les états financiers. Il va y avoir, c'est sûr qu'il y a une raison en arrière logique, mais à haut niveau, j'ai de la difficulté à voir là, les levées de fonds, quand est-ce qu'elles ont été faites, mélangées avec les remboursements de dettes et des dettes qui ont été levées de manière qui semble être privée là, et non directement en bourse. Donc, si on regarde depuis le début de l'année, c'est quand même en forte croissance. Dans les 6 derniers mois, c'est en forte croissance. 46 milliards environ de capitalisation boursière pour Atlassian. Bien entendu, comme beaucoup d'organisations technologiques, ils ont connu leur pic maximum pendant 2021, ce que beaucoup d'organisations technologiques ont eu. Peut-être que j'aimerais revenir à l'eau, mais je vais te donner une comparaison qui est quand même assez intéressante parce que moi, je pense que c'est ça qui est impressionnant et c'est de se dire 20 fois les revenus. À titre de comparaison, Klaviyo a fait une entrée à la bourse il y a quelques temps de ça avec Instacart. Il y a eu quelques organisations qui sont entrées à la bourse. Il y a eu Arm, Instacart et Klaviyo qui sont quasiment toutes rentrées, qui ont fait leur entrée boursière au même moment. Klaviyo, au moment où on se parle, capitalisation boursière à 7 milliards de dollars. Et sur les 6 premiers mois de l'année, ils ont fait 323 millions de dollars de revenus. Donc, on pourrait extrapoler qu'ils vont minimalement refaire ce 323 millions dans la deuxième partie de l'année, surtout que pendant le Q4, Klaviyo, qui est très orienté au niveau du commerce électronique, risque de voir ses ventes augmenter. Donc, assumant qu'on est conservateur et qu'on multiplie le 323 millions qu'ils ont fait pour les 6 premiers mois de l'année et on l'additionne également un autre 323 millions qui ferait pour les deuxièmes 6 mois de l'année, on a une organisation qui tourne à peu près aux alentours de 650 millions de revenus récurrents annuels et le marché boursier en ce moment lui donne une valorisation
environ fois 10 sur ses revenus. Donc, on prend 650 millions, bien entendu, je l'ai dit, 7 milliards de capitalisation boursière, et on tombe environ sur un multiple fois 10. Donc, c'est quand même impressionnant de voir qu'un achat d'une organisation privée, qui est Loom, qui est à 50 millions de ARR, donc de revenus annuels, on lui donne 20 fois sa valorisation quand les revenus récurrents annuels sont beaucoup moins élevés que Klaviyo. Et habituellement, on le sait, il y a une prime au vainqueur. Plus que tu es capable d'augmenter tes revenus annuels, plus que tu es capable d'augmenter ton chiffre d'affaires, ultimement, ta valorisation également risque d'avoir des multiples encore plus élevés. Donc, c'est ici que je trouve le point assez intéressant, c'est de se dire, sur une différence d'environ 5 à 6 fois en termes de revenus, Loom a une valorisation ou du moins une valeur que l'acheteur a mis sur l'entreprise à 20 fois les revenus. Avec Klaviyo, le marché en ce moment boursier lui donne une valeur environ à 10 fois ses revenus. Donc, on peut voir que peut-être, et c'est ce que beaucoup de gens disent en ce moment, le marché est beaucoup plus tempéré, plus conservateur. Peut-être que les investisseurs ou les organisations qui veulent absolument faire des achats stratégiques ont une vision différente des choses. Peut-être Atlassian ici, c'est ce qu'on est capable de voir. Et pire que ça, si on regarde Klaviyo, dans les derniers 12 mois, ils sont pratiquement profitables, là. Ils sont très, très, très proches de la profitabilité. Très belle entreprise. Ils ont eu une efficacité au niveau de leur capital assez impressionnante. C'est-à-dire, ils ont jamais perdu tellement d'argent. C'est-à-dire, ils ont été capables de se financer de manière intelligente. Ils ont été capables d'aller chercher des clients de manière intelligente aussi. Et ils font de la croissance de 50-60% année après année. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le marché boursier lui donne 10 et une organisation comme Loom, avec un acheteur stratégique, on est capable d'aller à 20 quand les revenus sont 6 fois plus bas. Et je trouve que c'est quand même une comparaison qui fait un peu de sens. On est dans le secteur technologique, on a un modèle d'affaires qui est similaire. Peut-être que le point qui serait intéressant à mentionner ici, et selon moi, ça serait la grosse distinction, c'est que Loom, dans le domaine technologique, a un panier moyen qui est sensiblement bas, qui doit varier à peu près, à mon avis, entre 5 et 10 dollars par mois par usager. Donc, si tu es capable d'atteindre 50 millions de revenus annuels récurrents avec des usagers qui vont vous payer entre 5 et 10 dollars par mois, faites les calculs rapidement, on a une volumétrie de clients qui est assez impressionnante. Il doit y avoir ça qui rentre en ligne de compte ici pour Atlassian, c'est de se dire, on s'en vient taper dans un bassin d'environ peut-être 25 millions de clients qu'on va être capable par la suite de leur vendre nos autres produits technologiques. Moi, pour moi, c'est ici que devait s'intégrer cette vision stratégique d'achat. Parce que si on regarde uniquement les multiples économiques comme on vient de le faire, ça semble très, très cher payé. Et ça va être intéressant à suivre dans les prochains trimestres parce que vu que ça va rentrer dans le giron d'Atlassian, on va être capable de voir un petit peu plus clair dans les chiffres qui vont être roulés dans les prochains trimestres, prochaine année, là. Est-ce que dans leurs états financiers, Atlassian met tout ensemble ou ils sont capables de distinguer une organisation de l'autre sur leurs revenus différents? C'est une excellente question. Moi, dans la vue que j'ai de mon côté, j'ai tout ensemble, mais il y a probablement un petit peu plus d'informations à aller chercher en arrière là, qui seraient plus détaillées, là. Des fois, on peut le voir, des fois, on le voit pas. C'est ce que beaucoup d'entreprises font, comme si, disons, on prend Facebook, ils vont pas dire les revenus de Instagram ou de Facebook ou de WhatsApp, ils mettent tout ça ensemble. Ça me surprendrait pas que tout ça soit mis ensemble. Bref, on regardera tout ça. Mais c'est fascinant et ça m'a l'air cher payé, mais c'est peut-être très peu cher payé pour une organisation comme Atlassian, sachant ce qu'ils sont capables de faire derrière avec les clients. C'est-à-dire que pour n'importe quelle autre entreprise, il n'y aurait peut-être pas une synergie stratégique qui s'installerait ici, mais sachant qu'ils ont tous ces différents logiciels dans leur portfolio, il doit y avoir une synergie. Ils ont dû faire des recherches assez approfondies là-dessus, là. Et ça se rejoint un petit peu quand Meta, anciennement Facebook, a acheté Instagram. Je pense que la transaction était 1 milliard, si je me souviens bien. Quand même ça, c'est un vol. C'est le vol du siècle. Ça, c'est le vol du siècle. 1 milliard pour Instagram en 2012, peut-être même un petit peu moins qu'un milliard. Et si on donne des chiffres qu'on a aujourd'hui, je pense que Instagram s'est rendu 1,5 milliard d'utilisateurs quasiment mensuels. Vous aurez compris que juste ça serait une organisation qui vaudrait aujourd'hui plusieurs centaines de milliards. Et je ne sais pas si tu as l'information, Antoine, mais j'ai écouté dans un autre podcast l'information que quand il y a eu la saga de Twitter avec les petits crochets bleus ou les petits tags de confirmation là, que le profil était bon,
Instagram semble avoir fait la même chose et en dedans de 24 heures, ils ont généré au-delà en abonnement à ce service-là plus de 600 millions de dollars US Ben oui. annuels récurrents. Ah non, c'est très, très profitable. C'est complètement fou, là. Ça fonctionne beaucoup, surtout pour Instagram. D'ailleurs, Meta va lancer prochainement en Europe un abonnement payant autant sur Facebook que sur Instagram pour les gens qui ne veulent plus voir les publicités. C'est une contre-offensive un petit peu, entre parenthèses, sur les régulations qui sont en train de s'installer en Europe, qu'on n'est plus capable de cibler les gens sur Facebook et sur Instagram de la même manière qu'avant. Donc, il y a ce modèle-là qui s'installe. Mais oui, l'intégration qu'ils ont fait, Petit Crochet Bleu a été excessivement profitable pour eux, font beaucoup d'argent. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis en train de trouver tout ça et de vous mettre ça dans les notes de l'épisode. Donc, force est d'admettre que copier, ça fonctionne. Effectivement. Prochaine nouvelle. Combien de fois ça nous est arrivé, Antoine et ceux qui nous écoutent, d'être à une lumière rouge, assis dans son auto, à regarder les 3 autres coins de l'intersection et se dire il n'y a pas de véhicule aux autres intersections, pourquoi que ma lumière est rouge et d'attendre de manière interminable et se dire mon Dieu, que je perds mon temps, que c'est complètement inefficace. Et là, le grand optimisateur en moi, de mon côté, moi, ça me vient me chercher intérieurement. À chaque fois, je me dis, je peux pas croire qu'en 2023, il n'y a pas un système plus intelligent pour aider à rediriger le trafic ou du moins à changer le flot des lumières selon le trafic qui est vraiment en lumière. Eh bien, nouvelle intéressante, Google est à la rescousse de nos frustrations à ce niveau-là avec le projet Feu vert, donc le projet Greenlight. Ils ont commencé à implanter dans certaines villes à travers le monde une forme d'intelligence artificielle qui, selon Google, se vante que ça prendrait 5 minutes à installer dans les systèmes des villes, les systèmes déjà existants. Donc, ça viendrait chercher l'information et tous les sensors et également la logique de qu'est-ce que les villes ont déjà d'implanter, mais ça vient coupler tout ça avec la force de Google Maps et Waze, qui est capable de voir le flot de trafic aux différentes heures dans la ville et venir à ce moment-là de manière automatique reprogrammer le flot des feux de circulation pour réduire grandement le trafic et surtout réduire la pollution parce que, selon Google, la moitié de la pollution du parc automobile viendrait de l'arrêt et départ aux intersections qu'on aurait dans les grandes villes. Donc, jusqu'à date, le projet est lancé en action depuis plus de 2 ans et les chiffres, ce serait 30% moins de temps d'arrêt pour les gens qui se promènent en ville, 10% de la réduction d'émissions des gaz à effet de serre, donc de la pollution. Et jusqu'à date, il y aurait quelques villes, dont Seattle, Rio de Janeiro, Jakarta, et ils sont en train de le lancer également au UK. Donc, on lance le message à Google. On est prêt ici, Google, à Montréal, à recevoir cette technologie-là. Surtout avec la quantité de cônes orange qu'on a, on aurait bien besoin d'améliorer le flot de trafic. Et juste ça, je pense que ça va avoir, si c'est lancé à l'échelle mondiale, ça va avoir, je pense, un bel impact sur l'environnement et sur toute la pollution qu'ils font à l'heure actuelle. Ah, c'est fou quand tu te rends compte à quel point que Google a des tentacules sur tout. C'est excessivement brillant. La donnée également qu'il recueille en ayant Google Maps et même que ce que Apple fait également est assez exceptionnel aussi pour les annonceurs après au niveau de la publicité. Donc, est-ce que, Jonathan, Google, ce serait la plus belle entreprise du monde au moment où on se parle? Est-ce qu'il y en aurait une plus... En toute honnêteté, si tu regardes, parce qu'il y a des organisations des fois qui ont un modèle d'affaires qui est excessivement solide, des grosses marges de profit, mais qui n'ont pas nécessairement une diversification qui pourrait protéger l'organisation. Quand je regarde Google, autant qu'ils ont énormément de lignes d'affaires hautement profitables, ils sont diversifiés. Et c'est ça souvent qu'on va accuser Facebook un petit peu de ne pas avoir, c'est-à-dire eux, ils n'ont pas de diversification comparativement à ce que Google peut avoir. Ils essaient, mais je pense que ça va prendre peut-être 5 à 10 ans avant qu'on soit capable de voir l'impact. Google est dans le cloud. J'ai regardé leurs états financiers la semaine dernière. Les revenus vont quand même assez bien. Ils ont le volet publicitaire, on n'en parle même pas à quel point ils sont capables de faire des revenus là-dessus. Ils ont le volet B2B. Il y a beaucoup d'organisations, dont la mienne, qui travaillent avec les Gmail, les Drive de ce monde. Ils vendent des téléphones maintenant. Bref, je suis sûrement en train d'oublier 5 à 10 autres lignes d'affaires qu'ils ont également de leur côté. YouTube. Et YouTube, encore une fois, volet publicitaire ici. Mais tu sais, si on regarde vraiment ligne d'affaires par ligne d'affaires, volet publicitaire, volet B2B, suite un petit peu de travail un peu à la Microsoft. Très, très belle organisation, diversifiée sur plein d'aspects. Microsoft aussi, d'ailleurs. Microsoft aussi, je trouve que ça serait peut-être elle qui arrivera en deuxième. Apple est fantastique, mais encore une fois, est très orientée sur un ou deux produits qui tirent la majeure partie des profits.
Microsoft et Google m'ont l'air beaucoup plus ancrés et ont des lignes d'affaires hautement profitables, ce qui n'est pas nécessairement encore le cas pour Amazon, qui, en termes de diversification, serait de loin le numéro un, mais en termes de haute marge de profitabilité, ils ne sont pas encore là au moment où on se parle. J'aurais encore mis peut-être de l'avant Amazon et Microsoft dans le top 3 et Google en troisième. Puis pourquoi j'aurais cette réflexion-là, c'est que Amazon, bien qu'il ne soit pas autant profitable présentement, la barrière à l'entrée pour qu'un deuxième vienne les rejoindre, elle est tellement haute. Même chose avec Microsoft, avec tout ce qui est Azure, tout ce qui est la suite Office, Windows et compagnie. La barrière à l'entrée, elle est là depuis 20 ans, 30 ans et personne n'est capable d'aller les rejoindre sur cette barrière à l'entrée-là. Versus Google, que les côtés recherche, surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive présentement, le côté publicitaire est peut-être menacé dans les prochaines années. Donc, ça va être intéressant peut-être à surveiller, mais j'aurais mis Microsoft en premier, Amazon en deuxième, Google en troisième. C'est vrai quand même qu'il y a une belle diversification, comme tu mentionnes, de Google, souvent qu'on oublie de voir dans leurs états financiers. Et même qu'ils étaient peut-être trop diversifiés. On a vu dans les 18 derniers mois, ils ont fermé plusieurs projets qu'ils avaient qui étaient peut-être un peu plus farfelus ou des moonshots qu'ils appelaient, pour pouvoir réduire un peu les effectifs puis monter les profits au final. On parlait autour de Microsoft qui, je pense, vient encore de pousser la barrière à l'entrée. Je dirais peut-être 5 marches plus loin. Microsoft vient de signer une entente d'1 milliard avec Amazon. Donc, pour parler de ces deux-là encore. Donc, imaginez-vous, vous développez un logiciel et vous réussissez à signer un client de manière récurrente pour amener sur 5 ans 1 milliard de revenus avec votre logiciel. Pour la suite Azure, là. Exactement, pour la suite Azure Office particulièrement. Donc, ils ont sécurisé 1 million de sièges. Donc, c'est la logique de vente de licence là, qui se passe chez Microsoft. Donc, 1 million de sièges par année pendant 5 ans. Faire un chiffre, ça revient à peu près à 200 $ par personne, donc par siège par année. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous qui vont rentrer dans les coffres de Microsoft. Le logiciel est déjà développé, c'est simplement des coûts d'infrastructure et de support supplémentaires. Mais ça va ramener probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de profits directement dans la ligne du bas de Microsoft venant de la part d'Amazon. C'est la beauté d'être dans le domaine technologique. Puis ce qui est fascinant là-dedans, et c'était arrivé également dans le passé, mais ça arrive toujours, c'est de voir sur quelle infrastructure un compétiteur est bâti. Parce que, soyons honnêtes, Microsoft et Amazon se font la guerre dans le cloud. Numéro 1, c'est Amazon. Numéro 2, c'est Microsoft. Numéro 3, c'est Google au moment où on se parle dans le cloud. Donc, clairement, c'est des compétiteurs 1 et 2. Et là, d'un autre côté, il y a le volet B2B qui s'installe comme ça. Il y a la même dynamique un petit peu en ce moment aussi entre Amazon et Netflix. Donc, tu as Amazon Prime Video qui essaie de grandir. Netflix, on sait exactement où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mais l'infrastructure de Netflix est hébergée sur Amazon. Donc, toujours cette question-là de se dire à quel point on est vraiment sécurisé quand on se bat sur une part de marché autant élevée et qu'il y a une aussi grosse partie de notre organisation qui est hébergée chez un compétiteur peut-être indirect de cette ligne d'affaires-là, mais 100% direct sur une autre ligne d'affaires dans l'entreprise, là. Et c'est là que c'est impressionnant que tout le monde se donne l'argent en arrière. Je lisais ce matin que Google aurait payé 26 milliards de dollars, entre autres à ses compétiteurs, dont Apple, pour être le moteur de recherche favori là, sur les téléphones. Donc là, on voit la quantité de milliards qui se promènent entre ces entreprises-là, qui se font en compétition. Ils n'ont pas vraiment le choix. Avec qui tu travailles, si tu ne travailles pas avec Microsoft, tu vas travailler avec Google, mais dans le sens, on s'entend, je veux dire, les limitations, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs maximum, là. C'est ça qui est impressionnant. Et là, ils sont compétiteurs, mais partenaires en même temps. Donc, ça devient un petit peu insidieux comme situation. Question pour toi, Antoine, par rapport à Tesla. As-tu des gens dans ton entourage qui avaient mis un dépôt sur le fameux Cybertruck qui avait été annoncé en grande pompe en 2019? Pas de dépôt spécifique, mais j'ai vu sur les médias sociaux, spécifiquement sur X, que Elon Musk est allé se trimballer avec son Cybertruck à Austin il y a quelques jours, quelques semaines de ça. Je pense qu'il y avait une course automobile. Et là, je pense que ça arrive assez rapidement, le Cybertruck, là. Exactement. Ils ont annoncé que les premières livraisons vont débuter le 30 novembre prochain, donc dans moins d'un mois. Donc, si vous avez mis un dépôt sur un fameux Cybertruck, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui l'ont fait. C'est sûr que les premières livraisons vont être pour quelques clients privilégiés, mais ils s'attendent à être dans une production d'ici 2025. Donc, c'est pratiquement demain, là, dans 18 mois, à une vélocité de 250 000 unités par année, qui est présentement un petit peu plus que la moitié de la production totale de Tesla. Attention, Tesla fait plus qu'1 million de véhicules par année, oui. Par trimestre. Oui, tu as raison. Par trimestre, on est d'accord, oui. Donc, on est à 450 000 par trimestre. Donc, c'est à peu près la moitié sur une base trimestrielle manualisée. Donc, ça devient complexe, mais bref. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que ça a été annoncé en 2019.
le bout intéressant, c'est qu'il y a d'autres compétiteurs qui ont bougé, entre autres, Ford avec son Ford Lightning. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'essayer. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a permis d'essayer ce véhicule-là, qui est un fantastique véhicule, honnêtement, qui est un très grand compétiteur au Cybertruck. Donc, ça va être intéressant de voir la pertinence du Cybertruck dans le marché actuel parce que ça a beaucoup changé depuis 2019. Et ils n'ont toujours pas annoncé le prix officiel et les livraisons débutent dans 30 jours. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça, à quel prix ça va sortir. On se rappelle que Ford, à l'heure actuelle, perd de l'argent sur chaque Ford Lightning qui est vendu. Donc, est-ce que Tesla va tenter de compétitionner Ford en étant à perte sur la vente des Cybertruck pour aller chercher le marché? À suivre, on va probablement le savoir d'ici moins de 30 jours. J'ai tellement hâte de voir un petit peu ces chiffres-là quand ils vont sortir, qu'on va avoir un petit peu plus de visibilité sur le Cybertruck. Il y avait un petit peu cette dualité-là qui s'installait. Il y avait les gens qui suivaient Tesla, qui aiment les très gros camions, les très gros trucks, qui avaient hâte de l'avoir. Et d'un autre côté, il y a des gens qui trouvaient que c'était un désastre en termes de design. J'ai hâte de voir un petit peu quelle va être l'adoption quand le produit va être sur le marché, parce qu'on le sait, en automobile, il peut y avoir beaucoup de préventes, mais le vrai marketing commence quand on commence à voir les véhicules sur la route. Donc, c'est vraiment là que ça va s'enclencher. Mais s'ils partent déjà sur une production de 250 000, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir beaucoup d'informations qui les portent à croire que ça va être peut-être un coup de circuit ici, qui sait. Ma perception, c'est que le Cybertruck a déjà un impact à l'heure actuelle sur le design des véhicules qui sont produits et vendus à l'heure actuelle. Ça a sorti en 2019 et on se rappelle, il y a 3, 4, 5 ans, les lignes des véhicules étaient très complexes versus si on recule dans les années 2000 ou 90, que c'était des lignes beaucoup plus épurées, en format plus un boîte, un boxy style qu'on appelle. Et déjà là, si on regarde des compétiteurs comme Kia, Hyundai et compagnie, ont commencé à transiger leur style vers des lignes beaucoup plus épurées, beaucoup plus en mode polygone, boxy style. Donc, j'ai l'impression que juste l'annonce en 2019 du Cybertruck a fait progresser rapidement le style visuel des véhicules. Beaucoup d'autres compétiteurs se sont ajustés et cette tendance-là retourne plus à des lignes épurées et des lignes boxy, là. Ah, ce fameux Elon, faudrait qu'on l'aille sur le podcast à un certain moment, mais je pense que ça va être compliqué. On fera les tests tout de même. Jonathan, avant de te laisser filer, est-ce que tu as d'autres nouvelles pour nous? C'est complet pour aujourd'hui, Antoine. Fantastique. Merci beaucoup pour ces belles recherches d'informations. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.